Ma première infolettre numérique, c'est février 1995. Donc je suis dans les infolettres depuis 1995. Et juste une question, comment on vit le fait de voir arriver un joueur comme Bell Canada au capital de l'entreprise? Et donc là, j'ai été approché pour vendre le reste de l'entreprise. Pour moi, j'étais le king. Pourquoi ils voulaient racheter? Je comprends pas. Parce que si quelque chose est central, tu veux pas donner ça à un petit jeune et puis le laisser faire des choses et puis peut-être que quelqu'un d'autre va arriver pour acheter et investir. Tu veux contrôler. Ouais, je comprends. C'est parfaitement normal. Moi, j'ai pas bien compris que c'était pas si tu veux, on peut t'acheter. C'était soit tu vends, soit on bute. Mais donc finalement, t'as remonté un petit peu la pente. Oui. Et là, 2010, t'as Rogers qui te met 25 millions de dollars sur la table pour te racheter. Boum! Je suis Eugénie Delay. Et moi, c'est Max Pezzetta. On est les cofondateurs de l'agence web My Little Big Web. On est situé à Montréal et spécialisé dans tout ce qui est marketing web et conception de sites web. Avec Secret d'entrepreneur, nous mettons en avant des entrepreneurs qui nous partagent leurs succès et leurs défis sans langue de bois. Si vous découvrez notre contenu pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous envoie de la force et surtout, ça vous permet de ne rien manquer de nos prochaines publications. Vous pouvez nous suivre sur votre plateforme préférée, soit en vidéo sur YouTube ou bien en audio exclusivement sur Spotify ou Google Podcast. Allez, c'est parti. Toi, Patrick, tu es plus chocolatine ou croissant, mais visiblement, tu es plus chocolatine. Oh, je suis bi, moi. Mais le matin, au choix, la première, sans confiture. Mais en tout cas, merci d'être venu, parce que moi, j'avais vraiment hâte de te rencontrer. En fait, je t'ai découvert avec InfoBref, puisque j'écoute en fait ton podcast. Et quand ensuite, je me suis rendu compte que tu étais quand même assez disponible. On s'est dit avec Mathieu qu'on allait t'inviter sur le podcast. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus d'InfoBref, justement? C'est parti, là? Ouais. Ah! Écoute, InfoBref, c'est une infolettre, essentiellement, au départ, une infolettre qui résume l'actualité. Ouais. En 5 minutes le matin, on prend 10 nouvelles et on essaie d'en trouver le concentré qui est le plus utile, le plus intéressant, en choisissant les nouvelles qui nous semblent importantes et particulièrement pour des entrepreneurs, des gestionnaires, des professionnels, des gens qui travaillent et puis souvent qui sont investis dans leur travail. Donc on va privilégier, on va donner une plus grande place que d'autres médias à l'actualité des affaires, économie, finance, milieu de travail, technologie, mais on couvre quand même les nouvelles importantes, essentiellement nationales, internationales. Et comment ça t'est venu, cette idée de faire ça? Il y a plusieurs. J'ai toujours été dans le milieu des médias et des médias de l'information plus particulièrement. C'est sûr que je cherchais, je regardais des opportunités qui pouvaient se prêter au lancement d'une petite entreprise avec un petit budget, une petite équipe. D'autre part, avec un marché, en s'orientant beaucoup vers le marché des affaires ou des entrepreneurs, parce que c'est un marché avec lequel je me sens à l'aise. Moi-même entrepreneur, et puis je pensais qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis, en même temps, ce sont des gens qui manquent de temps. Et je dirais j'identifiais une opportunité de marché au Québec qui est que dans la plupart des grands pays ou de la plupart des régions, il y a un quotidien économique depuis longtemps. Wall Street Journal aux États-Unis, Les Échos en France, Financial Times en anglais. Au Québec, la publication d'affaires principale, c'est Les Affaires, qui est une excellente publication qui est là depuis très longtemps, mais qui était au départ plus un hebdomadaire. Et qui a une présence web, mais qui est plus axée et qui s'est orientée de plus en plus vers des contenus, je dirais, longs, profonds, verticaux, des formations, des choses comme ça. Donc, quelque chose qui est très, très différent. Et de l'autre côté, il y a des publications généralistes qui ont une section économique plus ou moins développée. Mais donc, je voyais une niche pour un petit produit c'est ça, pour les gens actifs qui ont peu de temps et qui s'intéressent quand même à l'actualité, mais qui ont, comme on dit dans l'imagerie cycliste, la tête dans le guidon et puis qui ont peu de temps pour s'informer dans la semaine, surtout du lundi. C'est ça. Et comment tu sélectionnes tes sources pour faire ton article, tu fais des recherches, donc comment tu sélectionnes tes sujets, comment tu les travailles? On a un processus, il y a 2 journalistes à temps plein qui travaillent avec moi. Là, je fais pas ça sur le coin d'une table à toute vitesse. Ça prend beaucoup plus de temps aux mots publiés que ça peut en avoir l'air et qu'on aurait pu le penser. Mais il y a effectivement un gros travail de sélection avec les journalistes se répartissent un peu les domaines. Ils font une première sélection et puis ça, c'est sûr que on passe dans les médias, mais on passe aussi dans les communiqués de presse, des communiqués de presse qu'on reçoit. Et puis il y a de l'information qui est aussi publique d'organisation parce que
je veux dire, l'information qui vient des gouvernements, des entreprises cotées en bourse notamment, etc. Tout ça, c'est de l'information publique. Donc, par contre, il faut aller scanner tout ça. Après ça, faire une sélection. On se fait un tableau des sujets, on ordonne les sujets. On a une réunion de rédaction. À 3 où on regarde tous les sujets pour les pondérer, et puis on fait ça dans la journée, dans l'après-midi, et puis en sachant que ça va être ouvert aussi parce qu'il peut y avoir des sujets qui se rajoutent, qui tombent, en soirée évidemment parce qu'on travaille. Le bulletin est envoyé, l'infolette est envoyée à 5 heures du matin. On ne fait pas la rédaction de 2 heures du matin à 4 heures du matin. Non, c'est ça. On l'a fait la veille au soir, mais on l'a fini quand même assez tard pour que la plupart du temps on ne manque pas une information. La sélection, elle doit quand même être particulière parce que tu vois, par exemple, moi en tant qu'entrepreneur, j'ai 36 ans, je m'intéresse à certains domaines, je sais pas moi, Catherine, entrepreneur, 36 ans, s'intéresse à d'autres domaines. C'est sûr qu'on fait le plus grand commun dénominateur de ce qu'on pense qui peut intéresser les gens. Donc évidemment, on ne va pas couvrir avec 10 nouvelles par jour, on ne va pas satisfaire je dirais la demande verticale des entrepreneurs pour leur secteur d'activité. C'est pas ça qu'on leur offre. Exactement. Par contre, ce qu'on leur offre, c'est le temps qu'ils sauvent en n'allant pas scanner eux-mêmes et passer du temps sur certains fils de nouvelles et ouvrir plusieurs applications pour trouver des grandes et voir beaucoup de titres et ne pas avoir forcément le temps de cliquer et puis juste choisir son information. Je veux dire, si tu as une demi-heure le matin pour t'informer sur plein de choses, il y a déjà plein de solutions excellentes qui existent. Il y a des quotidiens, on a une offre d'information au Québec qui est incroyable, qui est de haute qualité, qui est très bien faite, qui est là depuis longtemps. Mais si tu as quelques minutes, là, c'est juste, tu vas toujours rester sur ta faim parce que et donc nous, c'est ça et on suit de ce point de vue-là un modèle qui a été utilisé par beaucoup d'autres produits. Je te dirais qu'une des sources d'inspiration, ça a été en fait une application qui avait été faite par le New York Times il y a plus d'une dizaine d'années, une application mobile qui s'appelait à ce moment-là NYT Now, et l'objectif était de dire on va chercher un public un petit peu plus jeune, avec des abonnements moins complets, c'est des gens qui sont pas prêts à payer 10-15 $ par mois, mais peut-être 3, 4, 5 $, et puis avec une application plus courte, et la page d'accueil de cette application-là était, ce que je voyais, c'est que en 1-2 phrases, plus qu'un titre, et plus que le résumé, le fait de prendre le début de l'introduction de l'article, ce qui est fait de façon automatiquement par les fils, etc. Le fait de penser la rédaction pour que ce soit court, pour que ce soit fait pour être lu et donner de la substance là, ça a amené une valeur énorme. En tout cas, moi je le percevais, et puis d'autres infolettres se sont développées un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, et puis on s'est inspiré en partie de ça. Et comment on rentabilise un modèle comme ça, parce que c'est du contenu, tous les jours tu publies, 2 journalistes à temps plein, faut quand même le rentabiliser. Oui, ça. Je dirais que le modèle est d'une certaine façon extrêmement traditionnel. Le modèle qu'on a choisi, c'est un modèle publicitaire. Donc on produit un contenu, on développe un auditoire qui s'intéresse à ce contenu-là, un auditoire régulier, ce qui est quelque chose de très différent dans le côté infolettre que par rapport à d'autres, mais vraiment un auditoire très régulier. Et quand il atteint une certaine masse, et s'il a des caractéristiques désirables pour des annonceurs, à ce moment-là, on monétise ça en vendant l'accès à cet auditoire à des annonceurs. Alors on le fait dans une formule d'infolettre, une formule de publicité qui, elle, n'est pas traditionnelle, même si elle ressemble beaucoup à mais c'est pas de la publicité web, c'est intégré à l'intérieur de l'infolettre, parce que c'est intégré et que c'est moi qui l'intègre en fait, et puis que j'ai pensé ça dès le début du produit, et que j'ai pensé au produit comme un support publicitaire, pas seulement, mais aussi comme un support publicitaire, et pas comme on va faire de l'information et puis la publicité elle va suivre. Ce qui est un minding que peuvent avoir des entrepreneurs plus journalistes, qui voient la qualité du contenu, etc., mais pour lequel la pub, et puis après ça, on va se débrouiller pour la placer, la pub. Ouais, mais quand tu fais ça, habituellement, le résultat final est moins bon pour tout le monde. Et donc, on a des intégrations avec des commandites d'infolettres, des choses qui sont intégrées, où c'est suffisamment intégré pour que l'usager ait
envie de le lire, ou en tout cas soient portés à au moins y jeter un coup d'œil, et ne voient pas ça comme tu sais, de la même façon. C'est pas quelque chose qui bouge dans l'écran pendant que tu es en train de lire quelque chose qui fait que ce que tu es en train de lire est en train de bouger à l'écran parce qu'il y a une vidéo qui apparaît, etc. Ce que tu vois sur la grande majorité des sites web, c'est bien intégré, et donc ça donne des résultats excellents. Et on le vend aussi. C'est sûr que comme notre auditoire est à la fois grand et on est parti de zéro, mais en même temps petit par rapport à des grands médias, notre clientèle est surtout, je dirais, des PME, dont beaucoup sont aussi des lecteurs. Et ça faisait partie aussi du modèle que j'avais, c'est-à-dire que si on fait un produit qui est lu par des gens, et puis après ça, il faut aller chercher l'argent ailleurs à des gens qui ne connaissent pas. Il faut que le niveau de notoriété soit supérieur. Alors que là, je me simplifie un peu. C'est vraiment, comme tu dis, un modèle assez traditionnel. Absolument. Ça me fait penser, quand j'étais petit, mon père, il m'envoyait acheter le journal. Donc ça coûtait pas forcément très cher, mais n'empêche qu'il payait pour avoir accès à ce contenu. Et en fait, on s'est rapidement habitué avec Internet à ne plus payer pour avoir accès à l'information et notamment aux nouvelles. On voit là aujourd'hui que avec certains gros joueurs comme Meta par exemple, il y a beaucoup d'entreprises justement journalistiques qui ont un peu de mal avec la fait de monétiser leur contenu, relayer leur contenu. Ils essayent de nous faire payer des abonnements même dérisoires à $1 par mois pour accéder. Habituellement, c'est la version d'essai. Ouais, non, c'est ça. Tu commences, on voit déjà si tu trempes ton pied, on voit si ça t'intéresse. Mais je me suis toujours posé la question si ça fonctionnait, parce que personnellement, moi, j'achète pas, je m'abonne pas aux journaux. Ça fonctionne c'est sûr qu'il y a une clientèle, une minorité de la population, mais une minorité non négligeable, qui est suffisamment intéressée, qui a suffisamment de temps et puis suffisamment d'intérêt et qui s'abonne. Par contre, c'est sûr que ça va à des produits qui soit offrent une valeur ajoutée. Ça dépend du contexte aussi. Le New York Times fonctionne très bien. C'est un très beau succès et il est basé sur ce modèle-là. Et c'est une réussite, c'est une grande réussite. Plusieurs publications, j'irais orientées un peu plus affaires, parce qu'il s'adresse aussi à des gens qui ont un peu plus d'argent, qui s'intéressent à différentes choses dans l'actualité, et puis qui ont un intérêt pour l'actualité qui est aussi professionnel ou semi-professionnel. Ouais. Donc c'est plus facile de rationaliser le fait de payer. Le Financial Times, les Échos en France, le Wall Street Journal évidemment aux États-Unis, mais aussi au Québec. Je pense que le Devoir se débrouille quand même très bien. Ouais. Et puis maintenant, quand je dis ça dépend du contexte, c'est sûr que au Québec, parce que toi, pourquoi tu payes pas? Parce que t'as tout gratuit. Exactement. Mais pourquoi est-ce que t'as tout gratuit? Parce qu'il y en a d'autres qui font de la pub derrière. Oui, mais ils font de moins en moins de pub. Justement, d'où ma question d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment c'est viable. La logique, c'est que ces contenus-là ne soient plus gratuits. Exact. Sauf que ils continuent à l'être. D'une part, il y a un effet, je dirais, historique. Ouais. Il y a aussi un effet, je dirais, les journalistes comme c'est pas eux qui dirigent forcément les médias, mais ils les dirigent de plus en plus parce que comme on peut moins faire d'argent en investissant dans des médias. Puis là, on parle des médias d'information, parce qu'en fait, le mot média est beaucoup plus large que ça. Mais nous sommes médias. Ils veulent être lus. Ils veulent être lus. Donc, par exemple, quand les médias, quand les journaux électroniques ont instauré ce qu'on appelle des murs payants, des paywalls, c'est-à-dire le fait de restreindre certains articles sur un abonné, les journalistes qui voulaient, non, moi je veux que mon article il soit gratuit, parce que si tu me mets derrière le mur payant, j'ai moins de lecteurs. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, donc il y a cet élément-là, et je dirais une notion un peu conceptuelle que l'information doit être gratuite, que l'information doit être disponible à tout le monde, ce qui est très bien. Je veux dire, c'est le problème, c'est que s'il y a personne qui paye pour, c'est qu'en donnant ce contenu, on lui donne une valeur de 0. Et donc, aux yeux de tout le monde, il a une valeur de 0. Et ça, c'est un contexte qui est en plus renforcé dans un contexte québécois par des joueurs comme Radio-Canada, qui a, alors volontairement ou involontairement, mais décidé de concurrencer directement les quotidiens en faisant de l'actualité écrite, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'actualité que fait les quotidiens, et qui le fait d'une façon gratuite. Or, Radio-Canada a une énorme part de marché, une énorme crédibilité et une énorme présence nationale, régionale, et parmi les seuls à avoir aussi des journalistes à l'international.
Donc ça laisse pas beaucoup d'espace. À partir de là, quand un joueur quand on passe, alors, c'est sûr il y a une concurrence et puis il y avait un historique. C'est sûr que dans le temps aujourd'hui, on n'est pas de la même chose qu'il y a 10 ou 15 ans. Mais après ça, quand les gens ont réfléchi au modèle de la presse, de la transition numérique de la presse, dans le contexte dans lequel ils étaient, ils font des sondages, ils demandent aux gens êtes-vous prêts à payer? Non, j'ai l'actualité gratuite. D'abord, vous me l'avez offert gratuitement depuis toujours, depuis longtemps, depuis que le web est là. Puis les concurrents le font aussi, donc non, pourquoi je paierais? Et donc, la presse s'est orientée vers un modèle gratuit. À partir du moment où Québecor était aussi dans un modèle gratuit parce que eux, ils faisaient payer le journal ils font toujours payer évidemment l'abonnement au papier au Journal de Montréal, mais c'était une entreprise quand même où la partie audiovisuelle est importante avec la présence du groupe TVA. Donc il y a un effet masse publicitaire, donc eux aussi mis sur le gratuit. À partir du moment où la presse a fait ce virage-là, et puis en affirmant et a fait tout son modèle, on se retrouve dans un écosystème où beaucoup de gros joueurs, parmi les plus crédibles, ceux qui ont la plus grande marque, ceux qui ont la plus grande les plus grandes équipes, disent il faut offrir notre contenu gratuitement. Après ça, c'est sûr que c'est difficile de faire payer. C'est ça. Alors ceux qui sont là depuis longtemps, comme Le Devoir, qui ont une base d'abonnés, une crédibilité, s'ils sont là depuis plus de 100 ans, une base d'abonnés qui a été habituée à payer sur le papier, et puis une culture d'avoir instauré assez vite, quand même relativement vite, le fait de faire payer des abonnements numériques. Se débrouillent mieux. Ceux qui n'ont pas fait ça, c'est plus difficile. Donc, je comprends. T'as des projets justement pour 2024? Est-ce qu'il y a des choses qui vont évoluer dans InfoBref ou Oui, j'ai des projets, mais en même temps, je te dirais comme on est une petite entreprise, ça fait un peu plus de 3 ans, en tout cas, je dirais le projet InfoBref. Je dirais que le grand projet, c'est de continuer continuer à faire grandir l'auditoire, qui grandit bien, continuer à développer les revenus publicitaires, et puis rentabiliser le produit. Oui, idéalement. Et puis, mais c'est sûr que oui, j'ai d'autres idées et plein d'autres choses que j'aimerais faire, mais il faut y aller par étapes et de façon raisonnable. Parfait. J'aimerais bien là qu'on parle de l'entreprise Branchez-vous que tu as créée en 1995. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Et c'est quoi finalement les raisons qui t'ont poussé vers ce projet? Est-ce que tu peux nous dire déjà le projet en tant que tel? En fait, c'est 1995. On est au début du web. Exact. Donc Internet existe déjà, mais c'était quelque chose de technologique. En 93, je pense, l'arrivée, sauf erreur, l'arrivée du premier furteur Mosaic, qui était un furteur en source libre. Puis après ça, une version commerciale de Mosaic qui était Netscape, qui a vraiment popularisé le web public comme quelque chose, une interface, et puis fascinante, et puis qui était un sujet d'actualité, et donc pour lequel il y avait beaucoup d'intérêt, c'était complètement nouveau, et il y a quelques personnes qui, moi j'étais journaliste spécialisé en médias, publicité et marketing, dans une publication professionnelle, B2B, spécialisée là-dedans. Donc, je baignais dans le business des médias et de la publicité. Et ça m'intéressait depuis toujours. Et puis, j'étais entrepreneurial depuis peu. J'avais lancé, en fait, 1 an avant, ma petite entreprise, qui faisait, en fait, des infolettres en papier. Ah ouais? Pour des entreprises. Ok. Donc il recevait par courrier. Oui, c'est des infolettes promotionnelles que je faisais, mais il y avait déjà une business, c'est-à-dire que les infolettes, c'est pas le web, c'est pas l'internet qui a inventé ça. Ça existait avant et ça existe encore, des infolettes papier qui habituellement étaient des publications payantes B2B pour les entreprises et puis de haut niveau, mais très très pointues, très très spécialisées, avec de l'information exclusive, des analyses, etc. Moi, je faisais pas ça, je faisais des infolettes pour les annonceurs, donc à vocation promotionnelle, qui envoyaient ça à leurs clients. C'était un début de marketing de contenu, même si cette expression-là n'existait pas. Et donc, aux États-Unis, dans les sites, le magazine qui couvrait et qui était une bible qui, comme pour les gens comme moi, s'intéressaient aux technologies, aux médias, aux nouveautés, c'était Wired, qui était un superbe magazine, très très beau et puis très très bon. Et ils ont lancé un site web qui s'appelait Hot Wired et qui a été le premier qui s'est positionné un peu comme un média et qui a vendu un bandeau publicitaire. Allez. Et donc, l'idée s'est tout de suite répandue que, ça va être un nouveau, l'idée s'est répandue aux gens qui s'intéressaient à ça, ça va être un nouveau potentiel
de créer un média. Moi, j'étais pas aussi loin que ça, mais ce que j'ai fait, c'est que comme je faisais des infolettres papier, je me suis dit, bah là, il y a un potentiel pour faire des infolettres numériques. Ouais. Et donc, j'ai fait exactement pour moi ce que je disais faire aux clients, mais je l'ai fait en numérique. Donc, j'ai fait une infolette pour promouvoir mes services que j'ai envoyé à peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes. C'était les seules personnes qui avaient des adresses de courrier électronique que je connaissais. Ah ouais. Mais c'est faux parce que tu vois, toi là, tu nous parles de ça. Nous, on est nés dans les infolettres. Enfin, tu sais, et c'est vraiment intéressant parce que tu vois, par exemple, je pense à Mathieu qui se dit, attends, mais en fait, ouais, le gars, il a envoyé une infolette à 20 personnes. Ouh, mais en fait, à l'époque, c'était beaucoup. Oui, mais c'est parce qu'à ce moment-là, il y avait pas Gmail, il y avait pas Hotmail. Les gens qui avaient les adresses de courriel, c'était quelques organisations. Et puis, et donc, ce que je faisais, donc, c'était un bulletin qui s'appelait, je l'ai appelé Branchez-vous. Et ouais. Branchez-vous, d'où vient le nom? C'est parce que Wired, leur magazine, non seulement le produit était exceptionnel, mais en plus, même pour les abonnements, il y avait des encarts, tu sais, dans chaque numéro, pour inciter. Et le slogan de l'encart, en gros, c'était écrit Get Wired. Ok. Oh, ma foi, comment ça se dirait en français? Ouais, c'est ça. Branchez-vous, ça me paraissait un excellent nom. En fait, je voulais l'appeler Branche-toi. Ok. Et puis là, j'en ai parlé à... Tu voulais pas tutoyer ton audience? Moi, j'étais prêt à ça. Et puis, heureusement, un de mes employeurs ou patrons précédents, effectivement, écoute... Vas-y donc, vous voilez pour commencer là. Et donc j'ai fait ça, j'ai envoyé une infolette promotionnelle et puis c'était, je pense, mensuel, les premières. Et qu'est-ce que c'était? Un quoi de neuf? C'est-à-dire que ça disait, hey, il y a quelque chose de nouveau, il s'est passé ça. Tu vois, c'était un peu des tendances. Donc c'était à nouveau B2B et puis pas exclusivement média. Puis il y a eu un intérêt. J'ai eu des gens on était là. Pas la première, et il y avait une autre infolettre, heureusement, que je savais pas qu'elle existait, parce que sinon, peut-être que je me serais pas lancé, je me serais dit, le marché est pris, et j'aurais eu tort. Mais on était des premières infolettres, et puis quand j'ai vu l'engouement, l'intérêt, puis je voyais qu'il y avait un marché naissant, j'ai lancé un site web, et donc c'était un site web, donc c'est une très longue réponse, je m'excuse. Il y a pas de problème. En fait, c'est bien parce que moi je te pose des questions, tu réponds à 5 questions. Donc c'est génial. Du coup, je ne parle pas beaucoup dans cet épisode. C'est parfait. Écoute, il faut que ça arrive de temps en temps. Non, exactement, c'est bien. Où est-ce que j'en ai? Oui, le produit. Donc au départ, c'était un quoi de neuf de l'internet. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc telle entreprise a ouvert un nouveau site. C'était une nouvelle à ce moment-là parce que c'était nouveau. Il y a la grande majorité des gens n'avaient pas de site et donc les gens allaient voir. À quoi ça ressemble les sites et puis ils exploraient. Et donc on était un quoi de neuf de l'internet et puis d'un quoi de neuf de l'internet, donc c'est devenu donc un site web, mais l'infolettre, parce que j'ai commencé l'infolettre Branchez-vous avant le site web, donc mon infolettre, donc ma première infolettre numérique, c'est février 1995, donc je suis dans les infolettres depuis 1995. Mais c'est pas tout le monde qui avait un ordinateur pour recevoir ton infolettre. C'est ordinateur beaucoup, mais tout le monde n'était pas connecté à internet. Oui, non, c'est ça. Et tout le monde n'avait pas d'adresse de courriel. C'est ça. Et alors ce qui m'a dans les premières personnes, moi je visais au départ parce que au départ, j'étais promotionnel, donc je visais les gens dans les agences, les annonceurs, les gens de marketing, etc. Et puis, dans les gens qui se sont abonnés, il y avait des profils que je comprenais pas. C'était des bibliothécaires. Ok. Pourquoi des bibliothécaires? Parce qu'ils avaient une adresse de courriel. Ouais. Ok. Et on était, pour eux, le seul média, ou à peu près la seule chose qui ressemblait à une publication régulière, autre que purement universitaire ou scientifique et donc mais le contenu n'était pas adapté à eux, finalement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau c'est-à-dire c'était intéressant, puis bon, quand t'as soif de quelque chose, tu bois ce qui est potable. Ouais, non, je comprends. Du coup, t'éduques un peu une partie de la population qui était pas forcément visée au départ. On a été parmi les premiers, et c'est ce qui nous a permis c'est parce que si on était arrivé plus tard, si on était arrivé après que des gros joueurs se soient installés, on n'aurait jamais réussi à prendre la place qu'on a pris, parce qu'on a pris quand même une assez grosse place. C'est-à-dire que le site s'est développé, c'est devenu plus un portail. Donc à mesure, on était un peu moins quoi de neuf de l'internet, mais on a commencé à mettre un peu plus des nouvelles un peu plus générales, puis se concentrer un peu plus sur la technologie. Et puis on a acheté d'autres sites. On a fait de la représentation publicitaire. Ce qui s'est passé aussi, c'est que peu de temps, en fait. Quelques semaines après que je lance le site Branchez-vous, quelqu'un que je connaissais, parce que moi j'approchais Bell Canada pour qu'il me commandite. Okay. Parce que ça semblait évident que Bell Canada était une entreprise mais Bell Canada avait des projets que je ne connaissais pas, qui étaient de se lancer dans l'internet, de lancer un portail qui s'appelait Sympathico.
Ouais. Et ils avaient une équipe à Toronto, et puis ils avaient pas vraiment, ils avaient quelqu'un à Montréal, mais qui était moins disponible, et donc, ils nous ont embauchés pour faire le contenu, et gérer le contenu de la version française de Sympathico, qui était au départ dirigée de Toronto. Et puis donc on a fait ça en quelques semaines. Puis donc j'ai embauché 2-3 personnes on a fait ça en 4-5 semaines, je pense, pour faire quelques pages, mais on suivait aucun modèle, il y avait pas de note d'emploi là, il y avait pas de bonne pratique, et puis on googlait rien pour savoir comment faire. Et puis après ça, cette relation s'est développée. Cette filiale de Bell est devenue actionnaire de notre entreprise. En nous mettant, alors c'était pour eux un tout petit chèque, mais pour moi c'était un gros chèque, et puis c'était un élément de validation. Ouais. Et puis j'avais une naïveté aussi, j'étais jeune entrepreneur. Et puis après ça, là quand j'ai vu qu'ils voulaient vendre de la publicité, moi je voulais vendre de la publicité aussi, je leur ai proposé de vendre leur publicité sur le marché du Québec, puisqu'ils avaient leur propre équipe, leur bureau chef était à Toronto. Et puis, en plus, c'était pas directement Bell Canada, c'était plutôt une alliance de compagnies de télécommunications. Parce qu'à ce moment-là, Bell Canada n'avait pas encore acheté BCtel en Colombie-Britannique, et je sais plus comment ça s'appelait, en Alberta, etc. Donc, c'était plus le conglomérat. Et donc, le marché francophone québécois, c'était compliqué. Donc, ils nous ont aussi traité la représentation publicitaire. Donc, on vendait de la pub. Donc, évidemment, en faisant ça, on avait une présence sur le marché, une offre plus intéressante. Donc, on a développé des relations avec des agences de publicité. Après ça, on a fait de la représentation d'autres sites. On a eu la représentation du site Devoir. On a eu pendant un temps, je pense, la représentation du site de Musique Plus. On a eu et puis des sites plus indépendants, des nouveaux sites, des sites européens aussi ont représenté leur trafic. Ici. Et juste une question, c'est comment on vit le fait de voir arriver un joueur comme Bell Canada au capital de l'entreprise? Parce que quand t'es entrepreneur, t'es un petit peu habitué à être indépendant, tu fais ce que tu veux, et là t'as un gros joueur qui arrive. Là, le contexte, moi j'étais entrepreneur depuis 1 an à peu près. Ah oui, d'accord. Avant d'être entrepreneur comme ça, jamais j'imaginais je serais entrepreneur. En fait, si je suis devenu entrepreneur, c'est pas du tout parce que je rêvais d'être entrepreneur. Je rêvais d'être en média, je rêvais d'être plutôt gestionnaire. C'est-à-dire l'idée d'être éditeur de médias, ça fait depuis que j'ai 15-16 ans là, c'est à peu près ça l'objectif. Et je ne fais que ça. Ouais, c'est ça. Je suis à peu près capable de faire que ça apparemment. Mais par contre, l'idée d'être entrepreneur, se lancer soi-même en affaires, ça jamais ça m'était. Mais bon, l'entreprise dans laquelle je travaillais, en fait, c'était le magazine Info Presse. Et puis, je prenais c'était une petite équipe, mais bon, je travaillais fort, je montais un peu en grade, et puis j'avais négocié d'avoir une petite participation dans l'entreprise. Puis je devais avoir une petite participation. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux associés qui étaient là, et puis ce qui fait que là je pouvais plus avoir cette participation. Ah, super. J'étais pas content. Et là, Bruno Gauthier, qui était le président d'Infopresse, et puis qui était mon patron, et puis celui. Bruno, si tu nous regardes. Et t'as envie d'avoir ton truc là. T'as envie de lancer ton truc. Donc, écoute, je peux pas. J'ai cogité ça. Il m'a dit ça l'après-midi. J'ai travaillé le soir. Le lendemain, je suis arrivé avec une proposition d'affaires qui était de dire, je vais partir à mon compte, je vais partir à ma petite boîte, mais tu vas me donner un contrat pour que je continue à faire, grosso modo, ce que je fais pour toi comme employé pour sécuriser. Puis comme ça, tu vas m'aider aussi à partir de ma petite business, et puis tu vas avoir une participation dans l'entreprise. Et puis, alors c'est comme ça que j'avais lancé ma petite business d'infolettre, qui était associée à... Donc, tout ça pour dire que tu m'as demandé comment on vivait. Comment on vit l'arrivée d'un d'avoir joueur, Bell Canada. Tu m'as demandé ma couleur préférée, et j'en ai pas. Qu'est-ce que tu veux? J'avais pas de contexte. Bell Canada, pour moi, c'était waouh. Jamais j'aurais imaginé d'avoir une grosse entreprise actionnaire qui s'intéresse à toi. Et puis qui me fasse un chèque, et puis qui me donne un contrat. Et bon, en même temps, j'étais extrêmement naïf à plein d'égards. En fait, c'est sûr que je surestimais énormément mon importance par rapport... C'est-à-dire qu'on sait qu'on est petit, mais on réalise pas à quel point on est petit. C'est pour des grandes corporations comme ça. Donc, pour moi, évidemment, ils avaient, je pense, 30% de l'actionnariat. Puis ils avaient mis... c'était moins d'1 million. Disons entre 100 000 et 1 million, mais plus proche de 100 000. Et c'était en quelle année? C'était 1995. Donc c'était quand même... Ramené en pouvoir d'achat d'aujourd'hui, c'était quand même pas rien. Oui. C'était considérable. Mais c'était
c'était pas grand-chose pour Bell Canada. C'était pas un investissement stratégique à long terme. Et puis, au fur et à mesure, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, donc moi j'ai été très content. En même temps, j'ai appris plein de choses parce que moi j'avais aucune connaissance des grandes sociétés. Je suis allé à Toronto pendant un temps. Ils m'ont donné la gestion, la direction, même éditoriale du produit anglais. Pendant quelques temps et puis tout le monde découvrait donc ça a été un apprentissage extraordinaire pour moi à plein d'égards. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que au bout de quelques temps, en fait, au bout de 2-3 ans, le web a continué. Rappelons-nous, on est parti de zéro là. Ouais. Donc c'est pas monté tout de suite là, ça a pris du temps et puis finalement ils ont réalisé que c'était vraiment majeur Internet et puis que c'est devenu d'un produit périphérique, c'est devenu plus core, donc central dans leur offre. Et donc là, j'ai été approché pour vendre le reste de l'entreprise. Et pour moi, il n'en était pas question. C'était non. Vous pouvez investir davantage, vous pouvez, mais on peut avoir un partenariat, etc. Ouais. Pour moi, j'étais le king. Mais pourquoi ils voulaient racheter? Je comprends pas. Parce que si quelque chose est central, tu veux pas donner ça à un petit jeune et puis le laisser faire des choses et puis peut-être que quelqu'un d'autre va arriver pour acheter et investir. Tu veux contrôler. Ouais, je comprends. C'est parfaitement normal. À partir du moment où c'est central dans ton offre. Et moi, j'ai pas bien compris que c'était pas, si tu veux, on peut t'acheter. C'était soit tu vends, soit on bute. Et c'est un peu ça qui est arrivé. Puis c'est tout à fait normal, mais ce qui s'est passé, parce qu'à ce moment-là, peut-être... Toi, t'es sympa, toi, quand même. 80%, c'était en 98, 80% ou 90% de notre chiffre d'affaires était lié aux relations avec Bell. Parce que ils nous donnaient un contrat pour faire le site en français. On faisait la représentation publicitaire. Or, ils avaient quand même plus d'inventaire parce que ils avaient, eux, le trafic de tous les abonnés d'Internet à Bell, qui, en ouvrant, recevaient un package avec un CD, et c'est leur furteur, c'était Sympathico. Mais donc il l'avait déjà, ta boîte? Elle était déjà eux, ton entreprise? Puisque si un mec débarque... Oui, mais ça, je le réalisais pas. Ok, c'est ça, ok, pardon. Ça, je le réalisais pas. Non, mais parce qu'en fait, je dis ça parce que ils ont quand même cherché à te racheter, parce que finalement, c'est plus procédurier, en se disant, pour le principe, on va le racheter, mais... Il leur fallait des compétences, il leur fallait des gens pour gérer ça. Enfin, je veux dire, il y avait quelque chose, il y avait déjà une équipe installée, on avait quand même aussi une notoriété, une crédibilité, des relations. Et donc, tu leur as dit quoi quand ils t'ont dit on veut racheter l'entreprise? J'ai dit, non, merci. Non. Ok. Et donc, et après ça, et bon, mais je réalisais pas que je disais non comme ça, et puis je réalisais pas que l'offre était ce qu'elle était, et puis il y avait pas il n'y a pas eu un montant, et ce qui s'est passé, c'est que dans les 6 mois suivants, j'ai perdu les 3 contrats. Donc il y avait la représentation publicitaire. On faisait en plus parce qu'on avait lancé un magazine papier, parce que Internet était un sujet tellement hot que il y avait des magazines imprimés consacrés au sujet. De la même façon qu'avant, il y avait des magazines consacrés à l'ordinateur, tu sais, il y a eu des magazines. Et donc, moi, j'ai lancé un magazine papier qui s'appelait le magazine Branchez-vous, qui est un magazine mensuel. Et j'ai fait une version de ce magazine-là pour les abonnés Sympathico, parce que eux envoyaient, donc c'était la totalité. Donc, j'ai perdu 80-90% du chiffre d'affaires en 6 mois après avoir c'est ça qui mal est quand même... compris cette offre. Mais c'est ça, c'est que les grosses boîtes, elles ont leur code, elles ont leur manière de s'exprimer. Et si tu comprends pas ça, derrière le sourire de super, merci beaucoup, on vous tient au courant. En fait, toi, tu les as jetés, t'as refusé finalement leur offre. Mais encore une fois, toi, t'étais plus dans une discussion où tu donnes ton avis ou quoi. Eux, ils ont pris ça comme une porte qui est fermée. Entre-temps, ils t'ont dit super Patrick, merci beaucoup, bisous bye. Ils ont fait leur petit truc de leur côté, mais ils ont prévu du coup de t'enlever tes parts de marché. Mais en même temps, je veux dire, je leur jette absolument pas la pierre. C'est moi qui comprenais rien et qui ai voulu rien comprendre. Et en même temps, rétrospectivement, je ne le regrette pas. Non, mais en fait, par contre, pendant quelques années, je me suis dit, as-tu pris la bonne décision? Parce que les années suivantes ont été très difficiles. Enfin, pendant 1 an. En fait, mon point, c'est clair que toi, t'es pas rancunier et tu te remets en question. C'est une question d'égalité rare. Mais mon point, c'est que finalement, je me rends compte que ça a été peut-être un malentendu, peut-être parce que eux, dans leur manière d'expliquer la chose, toi, tu l'as clairement pas comprise comme ça, parce que évidemment, sinon, t'aurais réagi différemment. Le malentendu était là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est un peu des fois difficile. Tu vois, par exemple, je sais que
je fais de plus en plus de réseautage au Québec, à Montréal, et je me fais approcher parfois par des grands groupes, par des entreprises, des agences plus grosses que moi, etc., qui ont leur code, leur façon de faire, etc., que je ne comprends pas. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Enfin, en gros, t'es intéressé ou t'es pas intéressé, quoi. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais attends, mais la réponse, elle est simple. C'est une question fermée. C'est oui ou c'est non. Et en fait, ce que j'explique, c'est que quand t'as un grand groupe qui arrive comme ça avec ses codes, puis que toi t'es l'entrepreneur, t'es même pas l'entrepreneur, t'es un gars qui s'est retrouvé un peu entrepreneur comme ça, qui maîtrise pas ses codes, ça peut te faire louper des opportunités, ou ça peut te faire, c'est ça, retirer, on va dire, le pain de la bouche, juste parce que tu maîtrises pas le langage. Et je trouve ça hyper violent, en fait, le fait de pas maîtriser. Et chez My Little Big Web, on a la chance d'avoir une gamme de clients, une variété de clients, de l'auto-entrepreneur à la boîte de 50 personnes au groupe de 3000 personnes. Et effectivement, cette dynamique est pas la même. Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que on en a, je les ai rencontrés jeudi, je leur envoie une soumission lundi, et ils me signent mercredi le contrat. Les gros groupes, je vous tiens au courant avant les fêtes, pas de nouvelles, puis un beau jour, comme ça, un beau jour de printemps, est-ce qu'on peut s'appeler? Bon, là, tu sais que ça y est, il se bouge, puis le contrat est signé dans les 3 jours. Mais ça fait 8 mois. Et c'est vrai que c'est dingue, si tu veux, cette espèce d'énorme divergence de façon de travailler, de parler, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est difficile pour les entreprises de bien vendre à tout le monde. C'est clair. Parce qu'il faut s'adapter au client. Bien sûr. Puis en plus, il y a toujours un petit peu la crainte, entre guillemets. Je vais te donner un exemple tout bête. Je signe un contrat avec une entreprise l'année dernière, un très gros groupe, et j'apprends en fait après que ils nous recontactent pour un autre projet. Donc en fait, ce gros groupe, ils sont clients 3 fois. Et je le savais pas. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi il y a 3 facturations? Parce qu'en fait, je sais pas s'ils se parlaient entre eux, mais on a été référés à l'interne. Mais en fait, c'est un groupe dans lequel finalement il y a plein de départements, et ils nous prennent des mandats, donc référencement naturel, publicité en ligne, etc. Et donc super. T'es content? Il y a le côté, justement, il y a un grand groupe qui s'intéresse à nous, qui nous donne des mandats, etc. Et sauf qu'au bout d'un moment, je regarde les contrats, puis je suis là, je suis pas très à l'aise avec le contrat, parce qu'en gros, ça dit, par exemple, on peut t'acheter, je vais t'acheter une banque de 200 heures, par exemple, 200 heures de développement web, je dis n'importe quoi. Ok, super. Par contre, si finalement on n'en a pas besoin, vous nous remboursez. Du coup, prends moins d'heures. Comme ça, moi, ça me foque pas ma trésorerie ou mes bilans de performance, etc. Mais non, c'est pas négociable. Il y a rien qui est négociable. Et en fait, tu signes le contrat, mais tu sais pas trop ce que tu signes, et tu dis, j'espère que ça va bien se passer, sachant que s'il y a cette clause, c'est qu'ils s'en sont sûrement servis à un moment. Et tu vois, c'est pour ça que ma question, ça fait quoi d'avoir arrivé un gros joueur? Parce que personnellement, moi, quand je les vois arriver avec leurs contrats qui sont plus compliqués encore que des contrats d'hypothèque pour acheter ta maison, je me dis, je sais pas si j'ai envie de m'embarquer là-dedans, parce que finalement la petite PME elle signe mon contrat. Cela dit, mon bilan, c'est que ça a été une chance exceptionnelle pour moi de pouvoir cohabiter, non seulement cohabiter, mais de pouvoir rentrer, d'interagir, de voir un peu les choses de l'intérieur aussi, parce que c'était pas juste, c'était un peu plus qu'un fournisseur complètement externe. Et puis ça a donné aussi, pendant une période, les 3 premières années, ça a donné une énorme aide. Après ça, il a fallu s'en remettre, mais on s'en est remis, et puis... Donc toi, tu te considérais comme un entrepreneur, comme un partenaire d'eux autres, comme un employé? Tu te considérais comment? Non, comme un entrepreneur. Moi, je partais pour conquérir le monde. Faut pas déconner, là. Non, je partais pour conquérir le monde. Branchez-vous, c'était pour devenir le média, idéalement le média numérique numéro 1. Bon, après ça, quand Sympathico, j'ai vu assez vite que quand même le trafic de Sympathico dépassait celui-là. Puis après ça, il y a Vidéotron qui a lancé Infinité, qui était le concurrent. Et puis bon, j'ai vu que... Mais comment tu gères ça? Comment tu gères la
l'arrivée de ces joueurs, de ces concurrents, parce que finalement c'est archi concurrentiel et toi tu pars devant, on te laisse partir devant, ça marche, on te copie ou on te rachète ou comment tu gères ça? Tu fais ton mieux pour essayer de garder ta place, de trouver des éléments différenciateurs. Nous, on a commencé à dire on est le plus gros indépendant. On n'est plus tout à fait le plus gros, mais on est le plus gros indépendant. Puis on est québécois seulement. Alors bon, parce qu'il y avait des joueurs comme Yahoo qui sont venus s'installer. Qui ça? Yahoo. Non, je déconne. Ouais, en effet. Je me suis dit quand même, t'es pas si jeune. Non, c'était juste un petit tacle. Mais ouais, ok. Et donc, tu trouves des éléments différenciateurs. Et donc, mais il y a eu aussi l'entrée en bourse. Oui, c'est ça, c'est juste. Alors, peux-tu nous en parler parce que franchement, ça, moi l'entrée en bourse. Est-ce que tu as sonné la cloche à Wall Street et tu t'es pris en photo avec Leonardo DiCaprio? Non, pas du tout. C'est parce qu'à la même époque, donc là, je te parle de 98, sauf erreur, quand Bell Canada est ressorti, et puis donc ça a été l'année vraiment difficile. Mais c'était aussi le moment où en bourse, là, il y avait de plus en plus d'effervescence par rapport à ce qu'on a appelé les dot-com, qui étaient au départ des entreprises technologiques et qui, après ça a été non seulement les entreprises technologiques, mais les entreprises non technologiques, mais qui ouvraient un site web de commerce électronique. Bon, en gros, tu t'appelles .com, c'est bon, quoi. C'était ça. Et alors, il y a eu, je ne sais plus à quelle période, mais c'est dans ces eaux-là, Netscape est devenu une entreprise cotée en bourse. Son action a explosé. Yahoo était en bourse, etc. Et là, au Québec, parce que dans les concurrents qu'on avait, on avait aussi un concurrent indépendant. Le produit était différent, mais on s'est trouvé finalement en situation de concurrence. C'était la Toile du Québec, qui était l'outil de recherche à ce moment-là, qui était en fait le Yahoo québécois. Ça s'appelait la Toile du Québec? Absolument. D'accord. Ça a été, et c'était les kings. En fait, ils étaient plus gros que nous en termes de trafic, mais c'était un produit différent. Donc c'était un répertoire. Ok. Oui, parce que il y avait pas de moteur de recherche. Enfin, les gens utilisaient Yahoo ou d'autres. Oui, au départ c'était Yahoo. Puis après ça a été le moteur de recherche de Yahoo. Alors il y avait des moteurs de recherche indépendants, Webcrawler. Il y avait un certain nombre de moteurs de recherche qui étaient moins performants. Il y a AltaVista qui est devenu le king des moteurs de recherche parce qu'il allait plus vite, pas parce qu'il donnait des meilleurs résultats, mais parce il allait plus vite pour donner les résultats, jusqu'à ce que Google arrive et puis fasse nettoie complètement le terrain et prenne toute la place. Et donc, quelle était la question? La question, c'est l'entrée en bourse. Qu'est-ce que ça fait quoi d'entrer en bourse? C'est parce que donc l'effervescence a fait que la Toile du Québec, ils sont entrés en bourse. Ok. Et je suis plus, mon souvenir est que pendant au moins quelques heures ou quelques jours, théoriquement, il valait 1 milliard. Oh, mais sur le papier. Pourquoi? Sur papier. Mais oui, surtout avec ce qu'on appelle un flottant, c'est-à-dire un nombre d'actions qui sont effectivement transigées en bourse, qui est très très faible. Donc, si tu as 99% des actions qui appartiennent à des actionnaires qui, eux, ne vendront pas, et seulement 1% des actions qui sont vraiment dans le marché, il suffit qu'il y ait un tout petit peu de demande pour que la valeur en bourse de ce 1% d'actions explose. Donc c'est ce 1% qui a valu 1 milliard, c'est pas ils se sont pas non, mais c'est parce que c'est la capitalisation boursière d'une entreprise est basée sur la valeur d'échange des actions qui sont transigées sur le marché. Oui. Et ce qui se passe avec les toutes petites capitalisations, c'est que il y a peu d'actions, il y a peu de demandes et le prix au départ est très bas. Il suffit qu'il y ait un peu de demande qui arrive et d'un coup ça fait augmenter beaucoup le prix de l'action parce qu'il y a personne qui vend. C'est-à-dire le nombre de vendeurs est très très faible. Donc il y a un déséquilibre très très fort qui pousse. Or après ça, théoriquement, c'est ce prix d'action qui s'applique à l'ensemble des actions. Mais évidemment, c'est pas factice, mais enfin ça n'a pas la même représentativité que pour une grande entreprise cotée en bourse depuis longtemps dans un marché liquide avec une liquidité des actions où là la valeur des actions représente davantage la véritable capitalisation boursière parce qu'effectivement il y a tous les jours un gros volume d'échanges. Donc c'est pour ça que quand on investit en bourse la liquidité d'une action est très importante et c'est pour ça que l'investissement dans les petites entreprises vraiment petite et beaucoup plus risquée parce que il y a aussi un potentiel de gain beaucoup plus fort. Tout ça pour dire que quand on a vu ça, moi je voyais pas comment on pouvait entrer en bourse, mais on a été approché par des financiers qui eux voyaient l'opportunité et puis c'était des anglophones canadiens mais qui avaient travaillé en Angleterre en bourse et puis qui se sont dit on pourrait
on pourrait essayer d'aller en bourse parce que, et puis on était, pour vous donner une idée, je sais pas, on était peut-être 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes, quelque chose comme ça. Enfin, on était une petite entreprise. Peut-être qu'on était dans ces eaux-là. Et puis, ils avaient accès à du capital. Et puis, ils ont trouvé du capital d'investisseurs américains qui étaient prêts à investir à condition qu'on aille en bourse. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils font leur retour sur investissement. Bah oui, c'est parce que comme actionnaire minoritaire dans une entreprise à capital fermé, tu es prisonnier. Bah oui, tu vends ça à personne. Presque pas de valeur parce que les seuls ou à peu près qui peuvent te l'acheter, c'est les actionnaires majoritaires. Ouais. Donc, quand tu rentres dans une négociation où t'as personne d'autre comme acheteur, bah, t'es pas. Je l'ai déjà entendu, ça. On me proposait des actions, pour des entreprises qui n'étaient pas cotées en bourse. Puis moi, je me posais la question, mais du coup, tu veux que je revende, si je dois revendre les actions, je les revends à qui? Alors, évidemment, la personne qui te vend ses actions, son but, c'est pas que tu lui dises que tu vas les revendre. Mais il n'empêche que, à partir du moment où il n'y a pas de marché public pour revendre les actions, ça veut dire que je suis pris avec un groupe fermé de personnes qui, si elles me souhaitent. Le principe de liquidité. Ouais. Qu'il y a une liquidité proche de zéro. Bah, c'est ça, exactement. Et donc, évidemment, moi, pourquoi pas? Pas parce que je voulais faire un gros coup d'argent, mais parce que je voyais aussi que c'était une opportunité de se faire connaître, parce que être en bourse, quand même, ça vient avec des avantages de notoriété. Ah oui? Je te dis ah oui comme un innocent, mais tu peux nous en dire plus, parce que dans la tête des gens, entrer en bourse, c'est principalement pécunier, donc... Oui, mais c'est juste que il y a des chances qu'il y ait un journaliste quelque part qui couvre le secteur des finances qui va au moins parler de toi. D'accord. Et puis après ça, tu vas sortir des communiqués, tu vas sortir des résultats, donc ça donne une visibilité. Alors ça dépend. Si t'es une minière qui explore quelque part avec un nom, mais on était déjà un média connu, on avait déjà une très bonne exposition médiatique, on avait un auditoire aussi. Donc il y avait cet aspect-là, et il y avait aussi après ça pour l'aspect de développement. Moi, j'avais pas de capital. Et puis si on avait quelques employés, c'était de peine et de misère, et probablement que j'étais en train d'épuiser les revenus que j'avais mis un peu le bénéfice que j'avais mis de côté. Et donc comment on va se développer, d'autant plus que t'as les Yahoo qui arrivent. Alors qu'en arrivant en bourse, d'une part, t'as du capital qui arrive, et en plus là, tu vas avoir des actions qui, elles, vont avoir une liquidité et qui vont te permettre peut-être de faire des transactions et de faire des achats. Qui est effectivement ce qu'on a fait pas tout de suite, mais qu'on a fait un peu après. Donc tout ça, c'était la logique. Alors, le petit élément de timing, c'est que ça s'est fait en début 2000. Et on a décidé, donc on a mis en place les choses pour rentrer en bourse d'une façon tout à fait qui n'était pas un IPO, donc il n'y a pas eu de cloche, c'était ce qu'on appelle une prise de contrôle inversée, donc c'était une technologie, une technicalité boursière. On faisait affaire avec une entreprise minière qui distribuait ses actions, d'autres actions à ses actionnaires. Et puis, donc, c'était quelque chose de légal et qui ça a l'air passionnant. Mais c'est pas du tout la voie traditionnelle d'entrer en bourse à laquelle on est habitué. Donc, on a parti ça au moment où la bulle Internet, c'était vraiment les valeurs montées, enfin, ça n'arrêtait pas. Mais ça, c'était à peu près on a lancé le processus, je pense, en avril 2000. Mais on est entré en bourse, vraiment, le temps de faire, parce que c'est quand même complexe, il y a quand même de la paperasse, je passe en février 2001. Et entre les deux, ce qui s'est passé, c'est que la bulle, elle a commencé à se dégonfler. Et puis, elle n'a pas explosé, la bulle, mais elle s'est dégonflée. Donc, il y a eu un petit trou, et puis là, elle a fait comme ça. Et quand on est arrivé en bourse, elle était sérieusement dégonflée, et elle a continué à se dégonfler pour pratiquement. Et donc, quand on est entré en bourse, il y avait plus d'intérêt. Plus personne voulait d'actions. Et puis, notre action, elle a valu, et pendant des années, notre action, elle a valu 10 cents. Et elle valait moins que le prix auquel on avait vendu, on avait calculé l'investissement des investisseurs, alors des investisseurs externes, aussi de quelques investisseurs, notamment, j'avais des amis qui souhaitaient investir, et puis pour eux, ça avait l'air d'une opportunité. Mais ça s'est pas vraiment passé comme ça. Et donc, ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, quand j'ai eu le capital, on est passé à peu près de mémoire, je suis à peu près de 5 employés à une vingtaine d'employés en un an, parce qu'une fois que tu as du capital, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser, surtout que tu es dans un marché en croissance, donc il faut être présent, faire du marketing, développer les produits, etc. Ce qui est fait, que j'ai pas forcément bien fait, mais en tout cas, il y avait une logique. Et l'année suivante, j'ai dû congédier à peu près tous les gens que j'avais employés, et on est repassé, on s'est retrouvé à 4 personnes. Et donc, mais on est une entreprise cotée en bourse, à 4 personnes.
Donc j'avais 2 personnes en vente. Ça, c'est ce qui a sauvé, c'est qu'il y avait au moins la moitié des gens qui étaient du côté vente, une personne technique et moi qui faisais la direction, la supervision du contenu, la supervision du produit, le marketing. Dans quel mindset t'es quand tu te retrouves à passer de 4 à 20 et de 20 à 4? C'est la grosse montagne très russe. démoralisant. C'est sûr que parce que c'est je veux dire ça. Je le regarde, tu sais, je le regarde avec le recul. Je trouve que j'ai une chance hallucinante. Mais je peux pas te dire que j'étais heureux à ce moment-là. Ok, parce que c'est marrant parce que ça a été très très pénible. Parce que quand tu parles, enfin moi depuis le début, je me dis, il est hyper résilient, il est hyper reconnaissant, il est hyper optimiste, mais ça doit pas être facile effectivement de vivre ça. Ça a été, oui, d'autant plus que t'as des gens qu'il faut congédier, il y a des gens, les actionnaires, ils sont pas très contents. Enfin, tu y es pour rien, c'est pas de ta faute. Non, je sais bien, mais après ça, ils m'en veulent pas. Mais après ça, ils peuvent avoir des stratégies pour résoudre la chose qui ne sont pas celles avec lesquelles je suis à l'aise. Et c'est effectivement ce qui s'est passé aussi. Et puis, donc comment ça se vit? Ça se vit très très difficilement, mais en même temps. Et je veux dire, quand je regarde, normalement, ça n'aurait pas dû. C'est presque. Mais tu sais, on était 4 employés et on est resté 4 employés, je crois, pendant 2 ans, puis on en a rajouté un, puis un deuxième. Puis t'as remonté tranquillement la pente. On a remonté la pente, beaucoup grâce à la représentation publicitaire. Alors la représentation publicitaire, c'était une activité qui ne demandait pas de capital et qui ne demandait pas, c'est du service pur et du service synergique, c'est-à-dire que on vend les sites 1, 2, 3, on fait une entente pour vendre aussi la publicité sur les sites 4, 5, 6, 7 à commission. Ça nous demande un petit peu plus de travail, mais pas tant que ça, parce que on vend aux mêmes personnes. Et puis, on touche une commission. Donc, évidemment, on doit payer des commissions de vente ou il y a quand même des coûts, mais de façon générale, c'est très rentable, cette activité supplémentaire. Et sans exiger de forcément beaucoup de monde en plus. Et donc, ça, c'est ce qui nous a aidé à remonter, à se rebâtir. Et puis, en même temps, le marché a continué à monter. Parce que le marché boursier, mais ça n'a rien changé. Enfin, ça n'a rien changé. L'adoption du numérique, l'adoption du web, le fait que ça rentre dans les habitudes des gens, ça n'a pas suivi. Ça a continué à augmenter. C'est parce que je sais pas où est la caméra. La bourse avait fait ça, et puis après ça, elle a fait ça. Mais l'adoption numérique était pas montée aussi vite. Mais elle a continué imperturbablement. Puis le numérique est devenu effectivement important. La publicité numérique est effectivement aujourd'hui ça a l'air évident parce qu'on dit 80% des budgets numériques vont à Google, Meta et le numérique lui-même, alors je ne suis plus sûr mais je pense que c'est la majorité des dépenses publicitaires, je suis à peu près certain, mais au début, c'était ridicule. Le pourcentage c'était ridicule. Les premières campagnes de pub qu'on vendait, c'était quelques centaines de dollars. Quand ça a été quelques milliers de dollars, waouh! Et même à des gros annonceurs. Et les gros annonceurs, c'était trop compliqué pour eux mais ils faisaient, et puis, ils dépensaient dans leur site web. Ils dépensaient avec des boîtes comme vous, pour faire des super sites avec du flash et puis je dis comme vous les non, boîtes pas de flash dont vous êtes les héritiers aujourd'hui, c'est très différent. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Les petits enfants. Mais ils dépensaient tout leur argent sur faire un super site et puis il y avait un petit budget rikiki pour promouvoir le site. Parce que sinon il y avait personne qui allait sur le site parce que le site était trop compliqué et puis les sites étaient souvent pas pensés non plus avec vraiment le consommateur et le client dans une approche. Mais donc finalement t'as remonté un petit peu la pente. Oui. Et là 2010 t'as Rogers qui te met 25 millions de dollars sur la table pour te racheter. Boum. Là franchement ça te fait quoi? Il y a toujours des éléments de contexte. Non, pas de contexte. Voilà, c'est tout. D'une part, non, mais c'est sûr que dans le courant des années, on était une société cotée en bourse, indépendante dans un marché. Donc de toute façon, on avait eu des approches ou pas des choses, mais tu sais, c'était toujours dans le minding de soit on achète, soit, tu sais, la probabilité qu'on devienne un Yahoo était nulle. Donc la probabilité qu'on devienne le king du king à nous tout seuls était nulle. Donc il reste quoi? Rester indépendant, mais rester indépendant, ça dure. Parce que là parce que l'investissement que j'ai eu au départ, j'en ai pas eu d'autres. Il n'y a pas eu d'autres rondes de financement et de réinvestissement vraiment dans l'entreprise. Parce que une fois que tu es en bourse, ça y est, c'est bon, ça peut exister, mais
Et donc, et puis on a eu une fusion aussi avec une autre entreprise qui était en représentation publicitaire, avec une culture qui était à peu près de notre taille, que moi je voulais pas au départ parce que je savais que le clash de culture serait énorme et que ce serait très difficile à vivre. Mais en même temps, la logique économique de regroupement était là, donc ce regroupement-là s'est fait. Et puis finalement, ça s'est fait quand même, mieux et beaucoup mieux que ce qu'on pouvait imaginer, même malgré ces différences de culture. On a bien travaillé ensemble, et c'était des gens, point de vue business, qui étaient exceptionnels, meilleurs que moi d'un point de vue purement business et financier. Et on a développé. Alors il y a eu une relation qui s'est développée avec Rogers comme avec d'autres. On a été présent à Toronto. On a ouvert une représentation publicitaire. On a changé de nom. On est devenu BV Media pour avoir l'air plus national. La partie représentation publicitaire a vraiment pris une place. Et puis, Rogers avait une activité en représentation publicitaire. Vous voyez, une synergie. Et puis, il était éditeur. Et puis, il y avait quelqu'un là-bas qui voyait la possibilité aussi de développer une activité purement numérique avec des marques purement numériques chez Rogers. Et puis, il y a eu un intérêt. Ça n'est pas moi qui ai négocié, parce qu'on était deux co-PDG à la suite de cette fusion. D'accord. C'est pas moi qui ai négocié vraiment cette partie-là, mais quand c'est arrivé, c'était, je dirais, pas inespéré, mais c'était très bien parce que, moi j'avais déjà dit non 12 ans plus tôt. J'avais vu l'impact. Ça faisait maintenant 15 ans que, c'est pas. Et puis je voyais aussi que la concurrence était de plus en plus forte, que notre position concurrentielle comme indépendant, ça faisait pas logiquement. Et puis pour les actionnaires, ça faisait pas de sens non plus. Et puis l'offre était correcte, donc effectivement la transaction. Et donc toi t'es resté ensuite dedans? Alors je devais rester, mais ils m'ont dégagé, mais je leur en veux pas parce que pareil. non, mais alors parce que c'était prévu que je reste. Ils m'ont offert un poste qui était bien payé. Bon. Mais tu sais, dans lequel c'est ça, je vais dans une grosse organisation, je savais pas trop ce que j'allais pouvoir, quelle contribution j'allais pouvoir faire. Est-ce que j'aurais été prêt, peut-être que si j'avais été prêt à aller à Toronto ou peut-être que j'aurais pu, mais bon, à ce moment-là, j'avais des jeunes enfants, c'était pas, non pas qu'ils m'aient offert, mais tu sais, j'aurais pu penser faire ma carrière dans. Ouais, mais en plus, avec un chèque, avec le chèque qu'ils t'ont donné, tu pouvais faire ce que tu veux. Pas de 25 millions, hein. Mais si, arrête, dis pas ça, mais tu vas flinguer c'est parce que dans une société publique avec des investisseurs, tu n'es pas le seul actionnaire, non. Donc évidemment, t'as pas eu 25 millions, mais t'en as eu quand même suffisamment pour voir venir et pour pouvoir te dire. C'est sûr que ça changeait ma vie d'un point de vue financier, au sens où effectivement, j'avais une indépendance financière que j'avais pas avant. Et donc, dans quel mindset t'étais? Est-ce que là, moi, au début, c'était de rester, de voir, m'assurer d'abord que la transition se fasse bien. Ouais. Elle s'est bien faite, je pense, mais en même temps, ça a été court. Mais en même temps, dès que la transaction a été faite, et peut-être même avant qu'elle soit conclue, le gars qui avait fait la transaction chez Rogers, il est parti parce qu'ils ont fait une restructuration et ils ont changé leur état d'esprit par rapport au numérique, de se dire c'est trop risqué, c'est trop compliqué d'essayer d'avoir des marques numériques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt numériser nos marques actuelles. D'accord. Donc les chaînes de télé, les magazines, on va mettre tout l'accent sur le fait que ces marques-là, on les fasse on fasse la transition vers le numérique, on fasse leur transformation numérique, même si l'expression n'était pas là, ce qui était tout à fait défendable. Mais en faisant ça, les petits sites, chez vous, l'activité de représentation publicitaire était toujours pertinente pour eux dans une certaine mesure, mais par contre, les petits sites francophones seulement, qui vivotent, et puis pas vraiment d'intérêt. Et donc, peu de temps après que mais ça c'est, moi je le savais absolument pas quand je suis parti, parce qu'en fait j'ai quitté Rogers, je pense 6 mois après la transaction, mais 4 mois plus tard, ils ont fermé. C'est un truc de malade. Ils mettent 25 millions sur la table, et ils disent, en fait, je suis pas trop flemme. C'est génial. Mais pensez-y avant, les gars, quand même, la prochaine fois. Non, mais donc voilà, ça c'est pas. Donc, toi, finalement, donc t'as pris ton cash. T'es parti. Dans quel mindset t'étais finalement? Parce que t'es perdu. Non, c'est parce que une des choses que les gens veulent savoir, c'est les gens, beaucoup de gens se disent quand t'es entrepreneur, tu revends ta boîte plusieurs millions, t'as atteint l'objectif ultime, puis ça y est, t'es indépendant financièrement, t'es heureux, t'as plus aucun problème dans la vie. C'est vrai ou pas? Non. C'est-à-dire
Là, ça dépend. Tu casses l'ambiance, là. Okay, moi, je suis pas parti avec 25 millions, je suis parti, disons que pour faire des chiffres ronds, après avoir eu ça et payé les impôts, parce que finalement, j'ai reçu un peu moins de 4 millions. Ce qui est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Plus à peu près 30 000 bitcoins. À l'époque, ça valait que dalle. Bon. Alors, à partir de là, mais pour moi, qu'est-ce que j'étais perdu. J'étais perdu parce que... parce qu'en fait, 4 millions, t'as assez pour faire ce que tu veux, mais pas assez pour ne rien faire. C'est-à-dire que tu veux pas vivre jusqu'à la fin de ta vie avec ton 4 millions, même si tu le places. Non, et puis en même temps, ce qu'il faut, ça a l'air idiot de réaliser, de dire ça comme ça, mais aussi, il y a les gens, t'as confiance, mais en même temps, tu sais pas exactement ce qui va arriver. T'as pas de retraite. Moi j'ai travaillé à mon compte, j'ai pas toujours été salarié, j'avais des jeunes enfants, donc j'ai commencé par rembourser ma maison. Qui à l'époque valait peut-être 100 000, non, en 2010, c'était encore, donc, c'est pas comme si, mais bon, oui, j'avais un confort, clairement. Ouais. Mais donc j'étais un peu perdu, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec ça, etc. D'autre part, j'étais perdu professionnellement parce que je venais de quitter quelque chose, mais là je pouvais pas relancer. Ça faisait aucun sens de relancer quelque chose. T'as besoin d'un temps justement où tu te poses là et tu réfléchis. Théoriquement, c'est ça que j'aurais dû faire. Ok, tu l'as pas fait. Pas vraiment. Ok. C'est-à-dire que c'est allé très vite et puis je me suis dit je vais essayer je veux relancer et ce que je voulais c'était me profiter du fait d'avoir ce capital-là pour me lancer à l'international. Et donc je me suis dit j'ai réalisé quelque chose au Québec. J'ai pas réalisé mes objectifs. Parce que mes objectifs, c'était pas de vendre, mes objectifs, c'était de bâtir quelque chose qui soit solide, qui soit long, qui soit durable, qui idéalement me survive. Là, en fait, ils t'ont acheté un neuf qu'ils ont éclaté dans le mur, donc forcément, c'est et puis s'ils l'ont éclaté, c'est pas parce que, je veux dire, ils ont pas écrasé un joyau non plus, au sens où, c'est sûr qu'on n'avait plus vraiment de croissance, la pertinence qu'on avait, on n'amenait plus dans le marché ce qu'on avait amené au début. Donc il y a une petite forme d'échec quand même malgré la transaction. Ah, c'est-à-dire que oui, absolument. Ah ouais. Oui, moi comme entrepreneur, je me flagellais pas là, faut pas exagérer. Mais non, j'avais accompli des choses. J'étais quand même très très fier parce que je travaillais très fort. Je partis de pas grand chose et donc j'étais quand même très fier de ce qui avait été fait et puis de ce qu'on avait contribué, etc. Mais comme entrepreneur en termes de bâtisseur. Ouais. Non, c'était pas bon. Je voulais essayer autre chose, je voulais réessayer, et donc et en même temps, je me suis dit, je vais chercher. Et je regardais, et puis l'opportunité que j'ai trouvée, c'était de me dire, je vais essayer de trouver une niche dans laquelle je peux être le meilleur du monde. Rien que ça. Pourquoi pas. Au pire, à viser la lune, atterrir les étoiles. J'ai trouvé une niche où il y avait personne. Comme ça. Donc t'étais le meilleur du monde. J'étais le meilleur du monde. De fait. Voilà. Parfait. Et donc je suis reparti pour faire grosso modo le même modèle avec à nouveau un modèle d'édition, mais là ma niche, c'était parce que là j'étais au niveau nord-américain, donc c'était très très pointu. C'était les tablettes et plus particulièrement l'utilisation professionnelle des tablettes. Ok. Donc les tablettes B2B. Mm-hmm. Alors aujourd'hui ça peut avoir l'air un peu bizarre parce que les tablettes sont là mais servent surtout pour lire son journal, jouer au mot crasé, regarder des vidéos, donner à ses enfants, etc. Bon, mais à ce moment-là le iPhone avait commencé quand même avant l'iPad, mais le iPhone était petit. Donc et les téléphones étaient petits. Et Steve Jobs avait dit les téléphones ils vont rester petits. Puis les tablettes, les iPads, c'est grand, et c'est deux marchés différents, on va pas faire des grands téléphones. Et donc, il y a des choses qu'on pouvait faire sur son téléphone, évidemment, on pouvait pas faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, on pouvait déjà faire beaucoup de choses, mais la taille de l'écran limitait quand même, il y avait vraiment une démarcation forte. Et donc, il y a des milieux professionnels qui ont adopté la tablette assez vite. Par exemple, les médecins. Les médecins adoraient les tablettes. D'une part, ils avaient les moyens de se le payer d'un point de vue personnellement, et d'autre part, dans les hôpitaux, c'est devenu un moyen de prendre des notes. Alors aux États-Unis notamment, de prendre des notes, pour se promener d'un lit à l'autre, faire le suivi des patients. Dans les réunions de conseil d'administration, plutôt que d'avoir des gros classeurs de plein de papiers, les gens commençaient. Donc il y avait un certain nombre de niches dans lesquelles la tablette devenait, et donc
j'ai fait un média, j'ai lancé un média qui s'appelait Tab Times, et qui était consacré exclusivement, et j'ai commencé par une infolettre, évidemment, et puis après c'est un site web qui était consacré exclusivement à l'utilisation des tablettes par les entreprises. Et donc c'était un marché, alors c'était un marché de niche, mais par contre on était international, donc j'avais un journaliste, j'avais 2 journalistes aux États-Unis, même j'en ai eu 3, j'en ai 2 sur la côte est et puis un à San Francisco, j'en ai eu un à Londres, et puis on couvrait l'actualité dans ce domaine-là, et puis on a organisé des conférences B2B spécialisées, donc j'en ai fait 5 à New York, une à San Francisco, consacrée à ça s'appelait Tablet Strategy. Et j'ai fait, donc ça c'est ce que j'ai. Et tu le rentabilisais avec la pub là aussi? C'est le même modèle? Alors je l'ai pas rentabilisé. Ok. mais j'avais des revenus de pub et de commandite. Okay. Mais oui, et puis quand même, on est arrivé assez vite des revenus, mais mes coûts étaient là parce que les salaires aux États-Unis de gens qui connaissent un peu le marché, là c'était un petit peu différent de comme environnement. Mais oui, c'était un modèle publicitaire, mais avec les événements aussi. Dans les événements, t'as des commanditaires. Donc tu as une synergie. J'ai lancé aussi, lié à ça, un concours des meilleures applications sur tablette. Parce que il y avait un concours qui s'appelait les Webby Awards au départ, qui a eu une bonne notoriété, qui étaient les meilleurs sites web au monde. Je pense que le concours existe toujours, mais aujourd'hui c'est moins excitant. Après ça, il y a des gens qui ont lancé des concours sur les meilleures applications mobiles. Mais nous, on a fait le seul concours qui était uniquement pour les meilleures applications tablettes. Ça s'appelait Tabby Awards. On a fait plusieurs éditions et ça fonctionnait très bien. Et puis il y avait une synergie là-dedans. Tu l'as gardé jusqu'à quand cette entreprise? Ça a duré à peu près 3 ans. Okay. Et ce qui s'est passé au milieu des 3 ans, c'est que après la mort de Steve Jobs, ils ont changé Apple a changé, puis a fait des iPhones plus grands. Ouais. Puis en faisant des iPhones plus grands, là, une énorme partie de l'activité qui était propre aux tablettes s'est redirigée vers le téléphone parce que la croissance du téléphone en termes de nombre d'usagers, etc., était beaucoup plus forte. Tout le monde en avait un ou on pressentait que tout le monde allait en avoir un. Alors que la tablette, il y avait moins de raisons de la renouveler et puis donc la niche a pratiquement disparu. La niche de marché. Donc là, j'ai fait un pari, sur une technologie qui était la tablette et la technologie n'a pas répondu à... Tout à l'heure, on parlait donc de la bulle Internet, des .com. Moi, vu que tu es passé à travers ces périodes-là, 2000, 2008, là, en ce moment, c'est l'intelligence artificielle qu'on a un peu démocratisée, parce qu'en réalité, tout le monde entend parler de ça depuis 1 ou 2 ans, mais en vrai, ça existe depuis hyper longtemps, l'intelligence artificielle, mais c'est devenu beaucoup plus grand public. Il y a beaucoup de médias maintenant qui en parlent. Et moi, j'ai l'impression qu'on est dans une bulle, là aussi. Toi, vu que tu as vécu un peu ce principe-là il y a 20 ans, comment tu vois arriver justement là tout ça, là, tout ce qui est intelligence artificielle, même dans ton domaine d'ailleurs, en passant, tu le vois comme une bulle, tu vois toutes ces grosses entreprises qui sont surcotées. Comment tu... on dit toujours qu'on a tendance à exagérer certains phénomènes, l'impact de certains phénomènes à court terme, mais on les sous-estime à long terme. Beaucoup disent que c'est autant révolutionnaire que l'arrivée d'Internet, donc c'est pour ça que je t'en parle. C'est sûr que oui, ça a l'air de quelque chose. Pour moi, c'est plus important parce que si on compare par rapport à les années précédentes, il y a quand même eu le métavers. Avant ça, il y a eu le Bitcoin, les crypto-monnaies. Là, on est encore dedans. Oui, mais plus de la même façon. Là. C'était la nouveauté, etc. Mais je place quand même l'intelligence artificielle générative dans une autre catégorie. Donc, je pense que oui, il y a des chances que ce soit transformationnel à beaucoup d'égards. À quelle vitesse ça va aller, c'est sûr qu'il va y avoir, on s'attend à de la croissance à certains endroits, ça va pas se passer là, puis ça va se passer un peu à côté, et puis est-ce que ça va remplacer des gens ou plutôt ça va rendre certaines personnes beaucoup plus valables comme employés qu'elles l'étaient avant. Parce que c'est ça, on a été beaucoup dans la logique de ça va remplacer telle ou telle personne. Dans beaucoup de cas, il semble que on est en train de se diriger vers, au contraire, ça devient une aide à beaucoup de gens. Pas tout. Moi, je pense que ça va remplacer les gens qui ne veulent pas s'adapter. Et je pense que par contre, ça va redistribuer les cartes au niveau des compétences qui sont les plus valorisées. Par exemple,
Je pense que effectivement, prenons l'exemple d'une personne chez My Little Big Web qui fait tout ce qui est référencement naturel. Donc ça implique de la rédaction de contenu, de l'analyse, du contact client, des rapports, etc. Peut-être qu'effectivement, ça peut la menacer, la personne, au niveau rédaction de contenu, si l'IA est capable de rédiger du contenu qu'elle n'a plus qu'à réviser. Mais par contre, ça va multiplier par 10 l'importance du relationnel client que cette personne, l'IA pourra pas avoir ça, en fait. Et donc, c'est pour ça que je pense pas que ça va remplacer vraiment les gens, ça va faire évoluer, je pense, leur poste. Mais l'aspect relationnel, je pense que ça restera quand même hyper important parce que on aime parler avec quelqu'un et pas avec un putain de chatbot en réalité. En tout cas, nous, on intègre l'intelligence artificielle depuis un certain temps dans l'agence. Moi, j'ai prévu de licencier personne au profit d'un robot, quoi, au profit d'un logiciel. Donc, mais après, il faut par contre accepter de s'adapter. La personne qui dit, bah moi, je veux continuer de faire ça comme avant, et que on lui dit, bah ouais, mais enfin toi, t'étais avec une pelle, c'est bien. Et là, il y a un tractopelle. Donc, si tu veux, on peut peut-être te former à diriger un tractopelle parce que le fait est que les concurrents s'équipent tous des tractopelles. Donc, c'est pour ça, si tu veux rester avec ta pelle, il y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, c'est là. Et cette personne pourrait dire, ah, la technologie, le tractopelle m'a fait perdre mon emploi. Non, non, c'est pas vrai. C'est toi qui a pas voulu progresser. Donc, c'est un petit peu. C'est ça. Faut le nuancer, quoi. C'est ça que je veux dire. Les jeunes vont dire, ceux qui échouent, c'est ceux qui n'ont pas voulu s'adapter. Les vieux vont dire, c'est pas forcément si facile que ça, même avec la meilleure volonté du monde, de s'adapter. C'est vrai. Et puis, c'est vrai parce que ça va vite, c'est difficile à comprendre. C'est vrai pour toutes les transformations technologiques, tous les nouveaux outils, les nouveaux usages qui deviennent disponibles. Clairement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Là, dans tes projets. Ça continue au niveau d'InfoBref, la croissance, plus d'abonnés, plus de revenus publicitaires, la possibilité de rentabiliser ça le plus vite possible et de pouvoir développer ça. Et je pense qu'il y a plein de perspectives et je suis convaincu d'avoir quelque chose là. Là, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Il faut que ce soit la bonne parce que bon, il arrive un âge quand même où se réinventer complètement, puis repartir et puis travailler des heures de fou pour mais tu sais parce que mon produit n'est pas basé, ma marque n'est pas basée sur une technologie parce que bon, oui, c'est l'infolettre et ça va rester l'infolettre mais il n'y a pas le mot infolettre dans InfoBref. Le concept, par contre, est vraiment de concentrer l'information et de donner rapidement une information de valeur à des gens qui travaillent. Et ça, c'est un concept durable. Et puis, on le fait en balado. Et d'ailleurs, il y a des gens qui écoutent ça en balado. Je l'écoute en sortant Willow, pour être mon chien. J'écoute souvent InfoBref en sortant et en voiture aussi. C'est parfait. Et puis c'est ça. Donc pour InfoBref qu'on continue à se développer. Et puis je travaille aussi un peu en périphérie sur un nouveau projet qui n'est pas un projet commercial, c'est à l'extérieur. Tu parles il y avait l'agence 37e avenue et la Nouvelle Place. La Nouvelle Place, effectivement, voilà. c'était qui est un nom temporaire. D'accord. C'est un nom de projet pour un projet de réseau social québécois, effectivement. Qui serait a priori sans but lucratif, peut-être. Mais réseau social B2C ou B2B? Grand public. Grand public. Mais pourquoi un réseau social québécois et pas Facebook déjà très bien? Qu'est-ce que tu vas faire de plus? C'est-à-dire, je retourne la question, pourquoi aller sur des plateformes? Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun média social, national, ou local, comment se fait-il parce qu'on voit à quel point dans tous les pays on dépend de plateformes internationales, mais sur lesquelles on passe maintenant un temps hallucinant, sur le contrôle desquelles, même en termes de souveraineté, on n'a pas de contrôle. Et le déclencheur de cette idée-là, qui n'est pas la mienne, c'est Steve Proulx, qui est un associé de l'agence de contenu 37e Avenue, qui a émis le premier cette idée, en même temps que d'autres. C'est que, regarde ce qui s'est passé avec Meta, qui a coupé
qui a de façon légale, hein, mais qui a interprété la loi sur les nouvelles en ligne qui visait à faire contribuer Meta financièrement aux médias d'information canadiens. Et Meta a choisi plutôt de dire, non, ma façon de me conformer à la loi, ça veut dire il n'y a plus de contenu, et donc je n'ai rien à donner. Et donc Meta peut décider, et donc d'un coup, tous les usagers canadiens ont perdu l'accès à ça, et on ne peut presque rien dire. Bon, et puis entre-temps, Elon Musk a pris le contrôle de X, et puis lui décide qu'un tel a droit à un compte, qu'un tel a pas droit de compte, ou qu'il va faire un sondage sur Twitter dont il va suivre l'avis ou pas. Et puis il a décidé par rapport aux médias, il a décidé aussi que finalement quand on partage un lien, le fait d'avoir le titre de l'article là, c'est pas beau, donc on va enlever le titre. Il va juste y avoir l'image. Et c'est ça qui se passe maintenant. Et donc on voit des images et il y a plus et on ne peut rien faire. Et les gens passent de plus en plus de temps, on est déjà à 3 heures par jour en moyenne. C'est inconcevable que rien de ça, qu'il n'y ait même pas d'alternative, il n'y ait même pas d'offre qui soit offerte de façon locale ou nationale. Donc il ne s'agit pas de remplacer, mais au moins offrir une alternative. Bon. Et puis, alors que dans tous les autres, est-ce que les médias d'information, est-ce qu'ici on s'informe d'abord sur des médias étrangers? Non, bien sûr, on s'informe dans des médias qui sont régionaux et locaux. Même les compagnies de télécommunications. Donc, historiquement, je veux dire, toutes ces choses-là, il y a eu des barrières de protection. Alors, il y a des avantages, des inconvénients, et puis je dis pas qu'il faut que ce soit un terrain, une chasse gardée. Mais là, on est dans un excès inverse. C'est-à-dire que les médias sociaux sont dirigés soit par des entreprises commerciales américaines cotées en bourse, dont, in fine, le seul objectif est le profit de leurs actionnaires, soit par des personnes richissimes dont les objectifs sont imprévisibles. Ouais, c'est un bon mot. Qui sont imprévisibles, quel que soit leur talent. Et je dirais, Elon Musk a fait de très belles choses et va en faire, je suis sûr. Mais oui, Elon, on t'aime quand même. Sa direction de Musk, de X, n'est peut-être pas ce qui arrive en premier exemple comme sa plus belle réussite jusqu'à présent. Et une entreprise comme TikTok, qui, en dernière analyse, est contrôlée par le Parti communiste chinois. C'est hallucinant qu'on soit dans cette situation-là. C'est hallucinant, mais m'engueule pas, j'y suis pour rien. Et non, mais c'est donc et puis c'est sûr que quand on voit même nos élus politiques, pour s'exprimer, ils doivent aller là-dessus. Ils n'ont même pas d'option pour les contourner. Mais tu vois, c'est marrant parce que avant de te poser la question, je me disais, je voyais vraiment pas. Et là, tous les arguments que tu me donnes, je me dis, en fait, il a carrément raison. Tout ce que tu dis, c'est du gros bon sens. Mais effectivement, je comprends. Quand est-ce qu'il va être lancé ce réseau social? Je ne sais pas. Ah super. Mais c'est parce que c'est au début, c'est sûr que on est conscient de l'ambition et puis de la difficulté. On est un groupe de personnes qui réfléchit, des gens qui ont des compétences complémentaires et puis qui travaillent très fort là-dessus, même si c'est un projet bénévole à côté de nos activités professionnelles. On est en train de se structurer. Je pense qu'on va définitivement se structurer cette année. J'espère commencer des développements cette année. À quel moment on va avoir un produit? Je ne sais pas. D'accord. Mais des gens intéressés, et puis on est intéressé évidemment au feedback, aux avis, etc. C'est à nouvelleplace.ca. Et puis on suit le développement de ça avec un balado audio et une infolettre qui permet aux gens de suivre le projet. Et puis aussi évidemment de s'impliquer. Parce que on a besoin d'énergie, de réflexion. Il y a beaucoup de chantiers qu'on essaie de faire avancer sur la mission, mais après ça le développement, les fonctionnalités, bien trouver qu'est-ce qui va répondre à des besoins, parce qu'effectivement il faut choisir ses batailles quand on est face à des joueurs très établis et puis qui vont rester là et il y a certaines choses qui font très très bien, et puis pour lesquelles les enjeux dont je viens de te parler sont moins importants. Par contre, quand je me dis, des enjeux qui sont liés presque à la sécurité nationale et puis à la libre circulation de l'information, un certain contrôle de la désinformation, ou
ces éléments-là sont quand même importants. Et manifestement, on n'a pas ici les mêmes attentes et les mêmes habitudes qu'on peut avoir aux États-Unis. Et puis aux États-Unis, le gouvernement risque de changer bientôt, et pas forcément d'une façon qui est extrêmement rassurante de ce point de vue-là. Donc voilà. Allez, place.ca pour vous Parfait, informer là-dessus. on va aller regarder ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour tout ton partage d'expérience. Je sais pas depuis combien de temps on parle, mais j'ai pas vu le temps passer. Donc super, on va aller regarder nouvelleplace.ca. Et infobref.com. Et infobref.com. Essayez l'infolettre, évidemment. Essayez-là, parce que la plupart des gens, tu sais, ils pensent pas que ça va les intéresser. Ils disent, ah bah oui, il y a déjà des médias, l'actualité, je le vois déjà passer. Ils s'abonnent, ils essayent, ils disent, hey, c'est gratuit. C'est gratuit. Ok, parfait, merci beaucoup.